Saison 1, épisode 6, parlons politique. Nous en sommes déjà à la sixième, ça fait donc 6 semaines que je parle politique avec vous. Euh, Ce coup-ci, je vais me tenir un peu plus à l'actualité et essayer d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe autour de la question du racisme dans le monde euh, suite au décès de George Floyd. Alors d'abord, comme d'habitude, je vais partir de l'expérience de Jésus, puisque c'est mon principe, je parle politique du point de vue de la théologie. Euh, à l'époque de Jésus, pas encore plus qu'aujourd'hui, il y avait une culture générale, pas seulement dans la société hébraïque, mais dans la culture mondiale, de xénophobie et d'esclavagisme. C'était dans l'air du temps. C'était comme ça fonctionnait. La xénophobie, on a bien des exemples. Par exemple, chez les Grecs, tous ceux qui n'étaient pas grecs étaient des barbares. Pour les Romains, n'avaient d'importance que les Romains eux-mêmes, ceux qui étaient citoyens romains. Tout le reste, pareil, c'était des barbares. Et les Juifs n'avaient pas forcément accès à la citoyenneté romaine, et la plupart étaient euh, méprisés par les Romains. Au sein même de la culture juive, il y avait des réflexes xénophobes envers même ceux qui étaient comme eux, pas les Samaritains, euh, alors qu'ils avaient la même culture à la base, et envers ce qu'ils appelaient les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs. Ils ne voulaient pas se mélanger avec eux. Donc la xénophobie est une chose qui est absolument commune à la période à laquelle vivait Jésus. L'esclavagisme, pareil, l'histoire d'Israël a vécu l'esclavagisme, il y avait l'Égypte, mais aussi, enfin, c'était dans le quotidien. Euh, dans l'Empire romain, il y avait une définition légale de ce que c'était un esclave, c'était un objet animé. Voilà. Donc c'était tellement ancré dans la culture que Saint Paul lui-même, plutôt que de condamner euh, l'esclavage, qui est absolument incompatible avec la foi chrétienne, il expliquait comment se comporter vis-à-vis de l'esclavagisme, quel devait être le comportement éthique des maîtres et celui des esclaves. Alors, cependant, il y avait une différence par rapport à la xénophobie et à l'esclavagisme qui était apportée par la foi. D'abord par Israël, dans l'Ancien Testament, déjà on ne pouvait pas être esclave plus de 7 ans. Puisqu'au bout de 7 ans, il y a la remise de la totalité des dettes pour toute personne, et l'esclavagisme est une dette. Donc, dans la culture israélienne, on ne pouvait pas être esclave au-delà de 7 ans, on devait être libéré. Par rapport à la xénophobie, il y avait la possibilité d'être intégré à Israël. Il y avait ce qu'on appelait les prosélytes. C'est ceux qui désiraient devenir juifs, et ils pouvaient devenir juifs. Si c'était des hommes, bon, il y avait la circoncision, bien évidemment, mais il y avait toute une série d'études de la Bible qui pouvaient conduire à devenir juif. Donc il y avait une forme d'intégration. C'était déjà un progrès énorme pour l'époque. Bon, après, il y a la différence qui a été apportée par Christ lui-même. Christ reconnaît la foi de l'étranger, par exemple. Il y a l'histoire de la syrophénicienne qui demande les miettes sous la table. Il y a l'histoire du centurion, pour que Jésus dit qu'il n'y a pas une foi plus grande dans tout Israël. Il y a l'histoire du bon samaritain. Enfin, toutes ces histoires-là où Jésus montre que l'étranger a une valeur, et parfois plus grande que celle de son propre peuple. Et aussi, parmi toute l'éthique de Jésus qu'il a, une des premières choses qui est importante, au-delà de nourrir les pauvres et de guérir les malades, c'est aussi de libérer les captifs. Donc, sans surprise, vous pouvez imaginer que je suis personnellement, à titre personnel, mais aussi par rapport à ma foi, contre toute forme de phobie vis-à-vis de l'autre, la xénophobie, le racisme, l'homophobie, la misogynie, la misanthropie, enfin tout ce qui est
enfin, tout cela, mais naturellement étranger. Mais profondément, d'après ce qu'on sait déjà des progrès de l'Ancien Testament et de l'enseignement de Christ, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Combiné à cela, il y a le thème, je pense, surtout dans ce qui s'est passé avec George Floyd, le problème de la violence. J'y reviens assez régulièrement dans mes propos, mais je condamne la violence au même titre que Jésus l'a condamnée de manière récurrente. Et c'est un des thèmes qui s'implique régulièrement dans la xénophobie et le racisme. Moi, c'est un cas changeable. Alors, il y a... Qu'est-ce qu'il en sort de ces phénomènes auxquels on vient d'assister? Il y a plusieurs choses. La technique, par exemple, qui avait été utilisée par le policier, fait débat entre les divers experts de la police. Mais ce qui ne fait pas débat, c'est dans le cas de George Floyd, le fait de la durée de cette technique, et qu'il est clair qu'il y avait une intention de nuire qui était derrière. Bon, même s'il y a un procès qui va être en cours, on le voit par rapport aux images qu'il y a une intention de nuire. Est-ce qu'il avait l'intention de tuer? Le procès le dira, mais il avait l'intention de nuire, c'était clair. Les réactions qui s'en suivent, je pense, amènent à réfléchir sur un cadre plus large. J'aime savoir le pourquoi du comment, si on veut vouloir résoudre les choses. Alors, il y a une différence au point de vue géographique. D'abord aux USA. Aux USA, quelle est leur histoire? Il y a l'histoire de l'esclavagisme derrière. Une partie des USA, ce sont de la richesse, notamment des États du Sud, c'est faite sur l'esclavagisme, qui s'en est suivi par une guerre de sécession. Il y a un ressenti entre le Sud et le Nord par rapport pour les uns qui ont eu une défaite et les autres qui ont eu une victoire. Il y a eu par la suite la ségrégation. Tous ces thèmes-là font partie de l'histoire américaine et ont toujours des résurgences dans la vie d'aujourd'hui. Cette séparation qu'il y a dans la société. Certaines personnes plus libérales font fi de ces séparations, mais il y a encore un certain conservatisme dans la séparation entre blancs et noirs et latinos et natifs d'Amérique, etc. Plus important, je pense, il y a la culture de la violence. Cette histoire de port d'armes. Cette histoire de port d'armes qui rend tout le monde hystérique. Ceux qui veulent garder le port d'armes, ceux qui n'en veulent pas, qui ont peur dans la rue, qu'il puisse se passer n'importe quoi, et de la part des policiers eux-mêmes, qui sont toujours la main à la gâchette, parce que la personne qu'ils vont interpeller peut avoir une arme et peut leur tirer dessus. Toujours dans cette culture de la violence, il y a le rapport à la justice. Le rapport à la justice aux États-Unis, tel qu'il est vécu, et les chiffres du nombre d'incarcérés et de récidives sont quand même éloquents, la justice est vue comme une vengeance et non pas comme un but de réinsertion. Et c'est un problème majeur. En Europe, le problème est assez différent. Il y a des problèmes de racisme, mais ils sont dus à d'autres raisons, qui peuvent être similaires certaines. En Europe, alors que ce soit en Grande-Bretagne comme en France, on a du mal à sortir de ce mythe du temps béni des colonies. En Grande-Bretagne, on apprend encore l'Empire britannique, l'étendue de l'Empire britannique, et le glorieux passé de l'Empire britannique. En France, de ce colonialisme qui était là pour apporter des prouesses techniques, la civilisation, il n'apportait que le bien, tout en mettant complètement de côté le fait que prendre la terre de l'autre, c'est voler. Enfin,
être en contravention, enfin, euh, contraire à deux des lois du décalogue, voler et convoiter le bien d'autrui. Euh, alors après, oui, il peut toujours y avoir des effets bénéfiques par rapport à la science, par rapport, c'est vrai, la baisse de la mortalité dans certaines économies, etc. Mais ce ne reste pas moins immoral. Et les conditions dans lesquelles les colonies ont été faites par la violence. Là aussi, ce n'est pas moral. Mais on a toujours ce narratif du temps béni des colonies dans nos pays européens, dont on n'est pas encore vraiment débarrassé, et qu'on s'oppose les uns aux autres en allant toujours dans le tout l'un ou tout l'autre, bien évidemment, défenseur et contradicteur, sans voir l'histoire telle qu'elle est. Après, autre chose, autant la police a des moyens aux États-Unis, autant en Europe, c'est pas la même chose. Et la plupart des pays européens font face à une pauvreté de leur police et une pauvreté de leur justice, euh, en raison des coupes drastiques dans les budgets, mais aussi euh, parce que, pour des raisons politiques X ou Y, ça ne convient pas de faire des prisons qui soient de meilleure qualité parce qu'on ne comprend pas pourquoi on va faire ça. C'est plus vrai dans les pays du sud de l'Europe. Après, toujours dans l'histoire de prendre du recul par rapport à l'ensemble du tableau, l'histoire des statistiques. Et là, les idéologies s'affrontent. Les idéologies s'affrontent sur les statistiques, et les uns se jettent des chiffres aux autres. Ceux qui se rendent compte, et c'est une vérité, qu'il y a moins d'opportunités au niveau du travail, de la recherche, enfin de la recherche d'emploi, la recherche de logement pour certaines populations, parce qu'il y a des préjugés, et d'autres qui disent oui, mais ils ont droit à beaucoup plus d'actions sociales que nous pouvons avoir, nous, les Européens ou les Caucasiens, enfin peu importe comment on appelle ça. Pareil, dans les statistiques, il y en a qui jettent les bavures policières, les interpellations aux faciès et compagnie, ce qui est une vérité. Et d'autres rejettent le fait qu'il y a plus de criminalité dans telle et telle population. Pour voir les raisons. Le problème, c'est qu'on regarde les conséquences sans regarder les raisons. Pourquoi a-t-on tel chiffre? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut creuser. Alors, selon moi, il y a plusieurs choses. Encore une fois, je pense qu'il y a toute cette histoire de la culture de la violence qui est derrière toutes ces histoires de criminalité et le comportement de certains policiers, surtout aux États-Unis. Et ce qui est très vrai aux États-Unis, cette culture de violence, ça nous fait à chaque fois halluciner le fait que les Américains soient offusqués par le sexe à ce point, mais absolument fascinés par le sang. Et on va toujours, quand quelqu'un dit un mot, un gros mot à la télévision, on va toujours entendre le bip, mais par contre, on va pouvoir voir des films absolument violents où il y a du sang de partout. C'est une culture de la violence. Après, il y a aussi l'histoire des stéréotypes. Les stéréotypes sont un pendant du manque d'éducation, éducation au sens aller à l'école, éducation au sens connaître son passé. Et on range les ethnies, les nationalités suivant des stéréotypes en oubliant de regarder quelle est l'histoire derrière et d'oublier que ce sont des individus et non pas forcément des groupes. L'histoire de l'esclavagisme, par exemple, est juste survolée et on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Et c'est une erreur, justement, parce que, encore une fois, les uns opposent aux autres ce qu'ils ont appris de l'esclavagisme. Et on oublie que l'esclavagisme remonte à beaucoup plus loin que la découverte des Amériques. On oublie le fait que
des Européens aussi ont été esclaves. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de l'humanité tout entière. Et c'est l'humanité tout entière qui doit réagir par rapport à cela. Et l'esclavagisme existe encore aujourd'hui. Même si officiellement, par exemple, en Mauritanie, il a été aboli en 1991, c'est quand même assez récent, il existe encore dans certains autres pays, pas officiellement, mais réellement dans les faits. Je pense que se rajoute à ceci le problème qu'on n'a pas la recherche de la réconciliation. On ne regarde pas avec humilité notre passé pour voir ce qui s'est passé auparavant et à aller vers l'autre. Cela conduit à des extrêmes de toutes parts. Par exemple, on a l'opposition entre Black Lives Matter, contre All Lives Matter. Pourquoi c'est antithétique? Pourquoi c'est antithétique? Comment est-ce possible que ça devienne un sujet antithétique? Bien évidemment que toutes les vies comptent, mais on a dévoyé le fait que toutes les vies comptent pour que ce soit un slogan de la part de Blancs pour réagir au Black Lives Matter. Ça n'a pas de sens. D'autres extrêmes, par exemple, on a un président qui ne comprend pas qu'on veuille débaptiser des casernes aux États-Unis qui ont des noms de héros de l'armée confédérée, alors que ça tombe sous le sens. Et pareil, on a d'autres extrêmes où on enlève les statuts de certains esclavagistes, très bien, c'est une bonne chose, mais on veut tellement aller loin que par exemple la statue de Baden-Powell, quand même le fondateur du scoutisme, qui est un mouvement des plus inclusifs qui soit, est en danger. Alors revenons au Christ. Comme d'habitude, mais c'est un convaincu qui vous parle, c'est en suivant l'exemple du Christ qu'on arrive à revenir vers la paix, vers le calme, vers l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'il faisait? Il en revenait toujours aux Écritures, ce qui est équivalent pour nous à étudier l'histoire. Écouter l'histoire, écouter ce qui s'est passé, chercher à comprendre quelle est l'histoire de chacun de nos pays, quelle est l'histoire de chacune de nos nations, et de savoir ce qui s'est passé derrière, et avoir l'humilité par rapport à ça. Que cherchait le Christ? Toujours à connaître l'étranger. Il allait toujours vers des gens qui étaient différents de lui. Il allait toujours avoir une discussion avec eux, et rechercher à savoir ce qu'il y avait de bon dans la personne, qu'est-ce qui était positif, et reconnaître ce qu'il y avait de mauvais et le combattre. Mais il prenait toujours les personnes, non pas dans un cliché, mais dans leur intégralité de ce qu'ils étaient, et il les aimait telles quelles. Et par-dessus tout, Christ refusait la violence. La violence n'est pas la solution. La violence, c'est l'amour du prochain, ce qui est absolument incompatible avec le racisme, bien évidemment. L'amour du prochain, il n'y a que cela qui va sauver notre monde. Amen.